D'accord? En tant que rabbin, je vous dis la vérité, qu'un rabbin ne peut pas parler devant des juifs qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que la même idée, présentée de deux façons différentes, peut être comprise de façon complètement différente. Il faut savoir à qui on parle. C'est ça? Alors, n'hésitez pas à me poser des questions, on me dit. Je vais être obligé de vous parler un petit peu à bâton rompu, parce qu'on doit aborder des sujets très compliqués en très peu de temps. 1 heure, c'est rien du tout pour des sujets pareils. Je commencerai par le point suivant. Nous vivons une génération caractérisée par la dépréciation de la femme. Contrairement à ce que tout le monde raconte, on se trouve dans une époque très féministe. Le féminisme est la dépréciation d'une femme. On va essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Mais avant ça, on va commencer, on est quand même dans une synagogue, on va commencer par quelque chose de plus sacré un peu. Shimon Champri donne à tout le monde un Tanakh. C'est ça? Commençons par une première question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé des hommes et des femmes? Pardon? Pourquoi il a créé des hommes et des femmes? Il n'aurait pas pu faire tout le monde homme, tout le monde femme, ou tout le monde hybride. Il y a bien des escargots, non? Ils sont hybrides. Pardon? D'accord, mais un escargot, il peut le faire tout seul? Non, pour ceux qui parce qu'on est attiré par les parce que c'est deux Pardon? parce qu'on est attiré par les contraires. Vous entendez ce que vous dites là? Ça veut dire que vous dites que pour créer une situation qui a une certaine importance, sans rentrer dans les détails, on a besoin de contraire. Donc déjà d'emblée, vous avez déclaré qu'il faut absolument qu'un homme et une femme soient distincts. Or, notre génération ne le veut pas. Qu'est-ce que c'est une femme libérée aujourd'hui? Je vais vous le dire sous une autre forme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la dépréciation, je vais vous le dire un peu plus durement. Nous vivons une époque de l'assassinat du féminin. Dans quel sens? Une femme n'a de valeur que dans la mesure où elle est un homme. Alors, si elle n'a pas de valeur quand elle n'est pas comme un homme, ça veut dire que la femme n'a pas de valeur. Vous n'avez pas compris? À notre génération, dans notre génération, si une femme ne peut pas se comporter exactement comme un homme, on considère qu'elle n'a pas de valeur. Ça veut dire que la femme n'a pas de valeur. Il n'y a que l'homme qui a de la valeur. Donc le féminisme, c'est l'assassinat du féminin. Vous faites un peu de maths, non? Et les gens ne s'aperçoivent même pas de ça. Maintenant, je vais vous poser une seconde question. Si je prends un jeune ici, admettons que nous sommes copains, puis nous plaisantons au pas, et je le pousse brutalement, comment ça va se terminer? Pardon? Du coup, il va rigoler moi aussi. Je ne parle pas du coup, je lui aurais donné un coup de poing avec des... je peux lui dire un coup de poing. Non, j'ai fait partie des championnats d'Europe de karaté. Archer. Justement, les championnats d'Europe, où c'est la première fois, il y a la première fois des championnats du monde, et celui qui a gagné, c'est un juif. Les Japonais, attention. Donc, revenons à notre sujet. Si on plaisante, ça peut arriver à deux hommes de plaisanter comme ça, un pousse l'autre, et ça se termine en rigolade. Je ne parle pas de véritable bagarre, d'accord? Vous avez vu une fois une femme pousser l'autre comme ça avec un coup de poing? Dites la vérité, ça arrive? Non, quand vous voulez exciter une autre, vous lui tirez les cheveux. Vous êtes d'accord? Vous lui donnez pas un coup de poing. Qu'est-ce que ça veut dire? Même les Mazé. Pourim. Ah, ils ont mis Pourim là-bas, dis-leur que... Pas de plaisanterie maintenant. Vous voyez que les réactions humaines sont complètement différentes.
Et pourquoi maintenant nous vivons une époque où on essaye de, comment dire ça, de niveler tout cela? Pourquoi? Est-ce que vous avez entendu parler du terme postmodernisme? Oui. Est-ce que quelqu'un sait exactement ce dont il s'agit? Bon, alors je vous explique brièvement parce que ça concerne justement les francophones. Le courant postmoderniste est un courant philosophique qui est né à la fin de la Deuxième Guerre en France. Essentiellement en France, avec 3 philosophes. Un juif et 2 goïms. Le juif, vous en avez peut-être pas entendu parler, c'est quelqu'un comme Derrida, qui était, dans un certain sens, à la fin de sa vie, il était l'élève du philosophe français que j'espère que vous connaissez, Lévinas. Hein? Lévinas l'a ramené un peu au judaïsme. Derrida était un juif nord-africain, un juif algérien, qui rentrait en France, donc en considération, il s'est mis un point d'honneur à effacer son identité juive et sa croyance, comme tous les nord-africains imbéciles. Je suis nord-africain, ne vous inquiétez pas. C'est là, je suis méchant comme ça pour vous mettre en garde. Et il a perdu son identité juive, c'est Lévinas qui lui a reconféré son identité. D'accord? Quel est ce courant? Il faudrait, vous voyez pourquoi je vous dis que ça m'est très difficile de vous parler, parce qu'il y a tellement de sujets qui doivent être abordés à la fois, que dans un temps aussi court, c'est mission impossible. C'est un courant qui est né dans une volonté profonde d'éliminer totalement les valeurs. Comment cela? Il n'y a pas de valeur. Chacun crée son système de valeurs. Et personne n'a le droit de critiquer autrui. D'accord? Comment c'est né comme ça? Pourquoi c'est né comme ça? C'est toute une histoire. En tous les cas, ce courant-là a, comment dire ça, a submergé le monde entier à l'heure actuelle. Et l'état le plus atteint grièvement de ce courant-là, qui nivelle toutes les valeurs et qui ne fait que personne n'a de valeur acceptée par un groupe, là, je vais vous surprendre peut-être, le pays le plus atteint, ou de façon la plus grave, c'est l'État d'Israël. Il y a ici une volonté, il y a de nombreuses raisons qui jouent là-dessus. Une d'entre elles est que l'État d'Israël tel que nous le connaissons a été créé par, excusez le mot, mais c'est le cas, les rebuts de la révolution marxiste. Mais dans le marxisme, il y a toujours ce problème de volonté d'égaliser tout. Alors quand quelqu'un vient avec une philosophie où pas seulement les personnes sont mises sur le même niveau, même les idées sont mises sur le même niveau, il y a déjà un terrain très favorable à cela. Alors ça s'accepte très facilement. Il y a un deuxième point, et je vous en supplie, ne tombez pas dans le panneau. En tant que rabbin, je suis extrêmement heureux que vous soyez ici. Et votre place est ici, elle n'est pas ailleurs. En tant que juif, notre place à tous est ici. Mais c'est pas parce que notre place est ici qu'on doit considérer que tout ce qui se trouve ici est parfait maintenant. Il deviendra parfait, il sera parfait. Il n'est pas encore. Il y a des choses qui sont baissées d'Ergamo, il y a des choses qui ont besoin de rectification. Alors ne soyez pas surpris si je critique certaines choses. Ça ne veut pas dire que je m'oppose et j'aspire à une amélioration. Je ne veux pas que des gens qui ne sont pas, comment dire ça, si je me permets de me servir du terme contaminés, qu'ils soient contaminés. Ça donne. Les gens qui souffrent de corona, on les laisse à la porte. Alors il y a des coronas comme ça physiques, physiologiques, et il y en a qui sont intellectuelles. Elles sont peut-être plus graves. Revenons à notre sujet. Un des points fondamentaux dans la conception peut-être postmodernisme, effacer la différence entre un homme et une femme. Pas de différence entre un homme et une femme. Je reviens un petit peu sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Entre camarades, deux hommes camarades, on peut dire un mot, une phrase un peu violente sur l'autre. Est-ce qu'une femme accepte qu'on lui parle violemment? Non. Si elle est normale, elle n'accepte pas ça. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu nous a fait différemment.
Regardez maintenant, je vous en prie, ouvrez la Bible sur un point. Est-ce que vous comprenez un peu l'hébreu? Je ne sais pas encore vous. Ça va un peu déjà en hébreu ou... Quelques notions. Mais de toutes les façons, je vais vous parler de choses que vous connaissez sûrement par biais de traduction ou autre. On va parler d'Abraham, Isaac et Jacob, on ne va pas aller très loin, donc ce sont des choses que je suppose connues de votre part. Pardon? Adam et Chava. Abraham. La première fois. Ah non, Adam il a une femme, mais il n'est pas marié. C'est comme ça qu'il a échappé belle, pas de belle-père, pas de belle-mère. Elle a échappé belle. Arshad. Noah est marié. Tout un ensemble de personnages ont des enfants, donc il y a ici couple. Mais la première personne dont on entend parler d'un mariage, c'est Abraham Avinu. D'accord? Regardez maintenant dans la première paracha, l'Echlecha. C'est au Perek, au chapitre. Au chapitre de Gimel. Ceux qui ont la Bible la même que la mienne, prenez à la page 18. Les autres, je ne peux pas vous dire que c'est exactement à la page 18. En tous les cas, le chapitre 13, Yud Gimel. Regardez Yud Gimel. Vous y êtes? Oui. Regardez une phrase où on parle justement d'Abraham Avinu marié. C'est ça? Vayar Abraham Mitzrayim hu ve'ishto v'chol asher lo ve'lo drimo. Non, pardon, excusez-moi. C'est un peu avant que je veux lire. Un petit peu avant, regardez au chapitre précédent, au verset Yud, c'est-à-dire 10. D'accord? Vayhi Rahav ba'aretz, il y a la famine en Israël. Vayered Avraham Mitzrayim ala Gursham ki kaved Rahav. Je vais peut-être vous dire ça oralement parce que sinon ça va prendre trop de temps. Quand je envoie Abraham Avinu, le premier sioniste, c'est Abraham Avinu. Quand je lui ai dit abandonne ton pays natal et viens t'installer ici. D'accord? Il arrive ici. À peine arrivé ici, le premier malheur qui lui tombe sur la tête, il y a la famine ici. Où il doit aller? Il doit aller en Égypte. D'accord? Pourquoi? En Égypte, il y a de quoi manger. En Israël, il n'y a pas de quoi manger. Seulement, avec qui il va aller? Il va aller avec sa femme. Il s'avère que sa femme, que Sarah, était belle. Et c'est la première fois que le monsieur en question prend conscience qu'elle est belle. Ils sont mariés depuis des dizaines d'années. Il n'a rien vu jusqu'à maintenant que du noir. Comment ça se fait qu'il s'aperçoit? Je vais vous expliquer ça. Ne prenez pas ça au pied de la lettre comme ça, trop simplement. C'est que le rapport d'Abraham Avinu à sa femme n'est pas un rapport esthétique, comme chez la plupart des gens. Quand quelqu'un se marie maintenant, la première chose qu'il regarde? Je parle aux hommes maintenant. Je ne sais pas si les jeunes filles sont au courant de ça. La première chose qu'ils regardent, l'esthétique. Et qu'est-ce qu'on fait des valeurs? Dans la conception juive, d'abord les valeurs. Vous lisez tous ces Shetraï, d'accord? Sheker hachen vehevel ayofi isha yirat Hashem itidallah. Sheker, c'est un mensonge, la beauté. Vehevel, c'est une vanité, un synonyme de beauté. Isha yirat Hashem itidallah, une femme qui a crainte de Dieu, c'est elle qui est louable. D'accord? Le Gaon de Vilna, un très grand Chacham, d'il y a à peu près 2 siècles, nous dit la chose suivante. Comment on peut dire que l'esthétique est une vanité? C'est important l'esthétique. Dans le judaïsme, partout, on met l'accent. Quand au Beth Amikdash, on s'occupe d'esthétique. Dans le Mishkan, on s'occupe d'esthétique. Quand même dans les moindres mitzvot, quelqu'un achète des tefilines, on lui dit, si tu as la possibilité, achète des tefilines qui sont besed et qui sont bons. L'esthétique a son importance. Alors, a fortiori, chez une femme, c'est un élément fondamental dans son identité. Alors comment le Shlomo Ameler dans Eshetra, il peut dire que ça n'a pas d'importance? Le Gaon de Vilna répond, ne vous trompez pas, c'est pas que ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas prioritaire. D'abord les valeurs, Yirat Hashem, la crainte de Dieu, ensuite l'esthétique.
Parce que s'il y a esthétique ou il n'y a pas esthétique, ça c'est pas grave. Mais s'il n'y a pas Yirat Shamayim, il n'y a pas de construction possible dans la conception juive. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui met l'accent sur l'esthétique, le rapport dans le couple est un rapport physique, c'est pas un rapport moral. Celui qui met l'accent sur Yirat Shamayim, sur la crainte de Dieu, le rapport il est moral, il est éthique. Alors, on est très content s'il y a encore d'autres valeurs qui s'adjoignent, mais l'essentiel, la base doit être quelque chose de normal. C'est-à-dire, Abraham Avinu, ses rapports avec sa femme sont des rapports de valeur en permanence. Maintenant, vous allez voir jusqu'où ça va. Nous sommes tous ici juifs, aussi bien ceux qui se trouvent dans cette salle maintenant, que tout le peuple juif en terre d'Israël maintenant. On est en terre d'Israël grâce à qui? Grâce à qui on est en terre d'Israël? Grâce à Sarah. Grâce à Sarah. Ou si vous voulez, celui qui nous a amenés ici, c'est Abraham Avinu, puisque c'est le premier qui fait le grand saut de la diaspora en Israël. D'accord? Mais celui qui fait que la terre d'Israël nous appartient, c'est pas Abraham, c'est Sarah. Comment cela? Vous connaissez bien l'histoire. Abraham et Sarah sont mariés depuis longtemps, n'ont pas d'enfants. Sarah propose à Abraham Avinu de prendre son esclave, Agar, okay, et d'avoir un enfant, qu'il y ait au moins quelqu'un dans la famille qu'on élève. C'est un sujet en soi important, mais complètement différent. Des regards, c'est un esprit de sacrifice fantastique, demander à une femme qu'elle accepte que son mari il en prenne une autre. Maintenant, il serait mort avant. Il ne faut pas négliger ça, c'est quelque chose d'énorme. Elle a accepté ça, elle lui demande, elle lui propose d'avoir un enfant. Il a un enfant, cet enfant s'appelle Ishmaël. D'accord? Le père des Arabes. Et au bout d'un moment, Sarah s'adresse à son mari et lui dit, tu mets à la porte cette femme et cet enfant. Abraham Avinu n'arrive pas à avaler ça. Vous savez pourquoi? Je suppose que vous avez entendu parler des qualités spécifiques de chacun des grands personnages, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham est le personnage de ce qu'on appelle en hébreu Chesed. Chesed, je ne sais pas comment vous traduit en français, je sais quelquefois on traduit par bonté, c'est une absurdité. Non, Chesed, c'est être capable de faire du bien à autrui sans aucune obligation. On le fait de bon cœur parce qu'on a envie de faire le bien à autrui. D'accord? C'est ça qu'on appelle Chesed en hébreu. C'est-à-dire faire le bien, parce que même sans... j'ai aucune justification. Là, je vois un pauvre et j'ai de l'argent, je suis tenu de lui donner quelque chose si j'ai la possibilité. Mais ça, c'est pas Chesed, c'est Tzedaka. Chesed, je suis pas tenu de lui donner. Que ça soit quelque chose de matériel ou de spirituel, peu importe. Je veux faire le bien parce que j'aime faire le bien. C'est Abraham Avinu. Sarah va lui dire à Abraham Avinu, c'est d'abord son propre fils, et c'est elle qui a demandé d'amener ce fils au monde. Elle lui dit, mets-le à la porte. Vous comprenez ici dans quelle position se retrouve Abraham Avinu? Il dit, mais c'est pas moral ça. Comment je peux la jeter? Et Sarah lui dit, Lo yirash et ben ha'ama azot im beni Yitzhak. Celui-là n'héritera pas avec mon fils Yitzhak. J'ai abrégé un peu l'histoire. Entre-temps est né Isaac et il y a 2 enfants à la maison. D'accord? Et Sarah voit le comportement de Ishmaël. Elle lui dit, mon fils Yitzhak, il ne veut pas qu'il vive avec des personnes comme lui. Tu le mets à la porte. Avraham Avinu n'arrive pas à avaler ça. Qui va trancher? C'est Dieu en personne. Il lui dit, Abraham, tu vas écouter ce que t'a dit ta femme. Vous voyez un petit peu la situation. Attendez, après, on nous dit que le judaïsme, il est, je ne sais pas comment en français on appelle ça, un machoïste. Ils disent aussi en français comme ça. Quelle? L'imbécilité, excusez-moi.
Regardez, le premier couple de l'histoire juive. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu écoutes ce que t'as dit ta femme. Il n'a pas dit qu'il écoutait tout le temps. Non, c'est quoi? Il y a un texte du Talmud. Talmud dit ici, il y a une femme qui est petite, hein, c'est une image, il y a une femme qui est petite, penche-toi et écoute-la. D'accord? Un de mes maîtres, un très grand Talmid Chacham, disait toujours en plaisantant, écoute-la, ça ne veut pas dire que tu fais ce qu'elle dit. Maintenant, sans plaisanter, revenons à notre sujet. C'est Akadosh Baruch Hu qui intervient et il lui dit, écoute ce que te dit Sarah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle a compris la situation mieux que toi. Regardez un petit texte que je vous ai amené. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, il y a un billboard ici. Donc, ça va. Ben, je vais vous le dire oralement. Regardez, vous voyez ici, j'ai le texte de Lévinas. Un texte de Lévinas, regardez justement sur le sujet que j'aurais voulu à l'occasion, j'espère que peut-être un jour on aura l'occasion de voir ça. Écoutez bien ce que dit Lévinas. Les traits de la femme juive se fixent grâce aux attachantes figures féminines de l'Ancien Testament. Figures féminines de l'Ancien Testament, les épouses des patriarches, Myriam et Déborah, les prophétesses, Tamar, la bru de Juda, les filles de Tzlophrad, Naomi, Noémie et Ruth la Moabia, Michal la fille de Shaul, Abigail, Bathsheba, la Shunamite et tant d'autres ont dans l'accomplissement de la finalité biblique un rôle actif et se situent aux charnières même de l'histoire sainte. Les femmes juives ont été celles qui ont, comment on appelle ça dans les trains, j'ai oublié le terme, ça fait 50 ans que tu l'as. Aiguillé. Qui est toujours au poste d'aiguillage. Il ne s'agit pas, ne croyez pas, j'ai pas du tout une tendance féministe, ne vous trompez pas, je suppose que vous l'avez même déjà entendu, mais la vérité doit être dite. Les femmes juives, et surtout les grandes femmes juives de valeur, ont toujours été celles qui se sont trouvées exactement au poste d'aiguillage. Au moment où l'homme allait passer à côté, il y a une femme ici pour lui dire non, c'est pas ça. Il y a eu aussi évidemment des cas inverses où l'homme voulait aller dans un bon sens, elle l'amène de l'autre côté, mais ça c'est des femmes problématiques évidemment. Je parle des femmes de valeur, ont toujours été celles qui ont su aiguiller l'histoire. Regardez ici Sarah. Vous voulez comprendre qu'est-ce que Sarah a compris? Qu'est-ce que nous faisons ici en Israël maintenant avec l'armée? Avec qui on se bat? Avec les enfants d'Ishmaël. Qui c'est qui veut nous mettre à la porte ici? Les enfants d'Ishmaël. Qui c'est qui a mieux compris, Abraham ou Sarah? D'où elle a compris? Elle a une capacité analytique plus grande que celle qu'Abraham. On ne peut pas la minimiser, mais Abraham n'est pas le dernier des personnages. Vous êtes bien d'accord? Vous avez, Akadosh Baruch Hu vous a donné à vous une sensibilité qui vous permet quelquefois de comprendre quelque chose que nous, les hommes, ne sommes pas capables de comprendre parce qu'on réfléchit de façon complètement différente. Il y a des choses que vous sentez sans peut-être même être obligé de les analyser. À tel point que nos Chachamim disent qu'une femme, elle sait identifier un invité à la maison mieux que l'homme. Il y a un invité qui arrive, on ne sait jamais, un personnage de valeur, pas de valeur, etc. Une femme, elle sait s'apercevoir beaucoup plus vite que nous de cela. Vous êtes prêts à m'expliquer pourquoi? Je parle très sérieusement, je ne vous provoque pas. Je voudrais savoir si vous êtes conscient de ça. D'où ça vous vient, ça? On analyse plus les gens. Pardon? On analyse plus les gens. Non, oui, mais pourquoi? Vous arrivez à, je ne dirais pas analyser, à saisir la personnalité, mais plus vite que nous. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Regardez une femme qui rentre dans un appartement, à peine elle est rentrée dans l'appartement, un coup d'œil, elle sait tout ce qui se trouve là-bas. Vous êtes d'accord? Un homme, il rentre là-bas, il a besoin de 3 heures avant qu'il s'aperçoive qu'il y a quelque chose qui est posé là ou là-bas.
Ce sont deux mondes intellectuels et psychologiques complètement différents. Vous avez dit à juste titre tout à l'heure, des contraires, le terme contraire est un peu fort. Je préférerais dire pas des contraires, des complémentaires. D'accord? Maintenant, nous arrivons maintenant à notre génération. Dites-moi que si un enfant il était éduqué juste par des hommes, je parle toujours de gens de valeur, qu'est-ce qui se passerait avec l'enfant? Il lui manquerait une partie du complément. Qu'est-ce qui lui manquerait d'abord? Avant de manquer, il y a autre chose qui va arriver. Bon, je vais donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Un enfant, il a fait une bêtise, il rentre à la maison. Nous parlons d'une famille normative, d'accord? Les parents comprennent qu'il a fait une bêtise, il faut corriger l'enfant ou il faut l'éduquer, peu importe. Quelle est la réaction du père en général? Elle est plus tranchante et plus dure que celle de la mère. D'accord? Mais écoutez, un enfant qui se trouve toujours en permanence de quelqu'un qui est là, il sait que s'il va faire une gaffe, il va se le recevoir sur la tête, il va être effrayé toute sa vie. Il va toujours avoir peur. Ça va être quelqu'un qui deviendra craintif, qui va avoir peur de tout ce qui se passe en permanence. Qui c'est qui rétablit l'équilibre? C'est la mère. La mère, pour elle, son fils est toujours le tzaddik, le génial, tout ce que vous voulez, sur la mère juive. Mais c'est ça. Excusez-moi si je dis comme ça de façon un peu excessive, c'est juste pour qu'elle plaisante. Elle va rétablir cet équilibre. Il saura qu'il a quelqu'un qui est prêt à l'écouter, à le consoler, à le soutenir. Elle ne va pas lui dire que ce qu'a fait c'est Bécède. Elle va lui dire c'est pas Bécède, mais la prochaine fois réfléchis, comprends pourquoi papa t'a dit ceci, cela. Mais sans ça, on ne peut pas vivre. Il n'y a pas de vie possible. Pourquoi les enfants maintenant manquent beaucoup de... Comment on appelle ça? Confiance en soi. Pardon? Confiance en soi. De Confiance en soi. confiance en soi. Vous savez pourquoi? Ils ne voient pas ni papa ni maman à la maison. Quand ils arrivent à la maison, qu'est-ce qu'il y a? L'écran. Avec Internet. Et papa, c'est l'écran. Maman, c'est l'écran. Il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas d'humanité là-dedans. Il y a quelque temps, il y avait une famille dans un restaurant ici. Ils sont allés fêter je ne sais quoi. Le père, la mère, 5 enfants. Ils sont assis, ils mangent ensemble. Pas un mot entre eux. Vous savez pourquoi? Sept personnes, ils ne se parlent pas. Ils parlent à ça. Alors maintenant, on a envoyé le père travailler ça de tout temps, il est allé travailler, maintenant on envoie la mère aussi. On a libéré la mère. Qu'est-ce que ça signifie qu'on a libéré la mère? C'est qu'avant, elle avait juste un rôle, c'était celle d'être mère de famille, et maintenant, elle a un deuxième job. Ça veut dire la libérer, c'est lui rajouter quelque chose sur la tête. Alors elle doit se lever à 5h30 du matin pour prendre l'autobus à 7h, même quand elle est ingénieure. On appelle ça libérer la femme. Moi, j'appelle ça l'enchaîner. Ça ne veut pas dire que je veux vous empêcher d'être ingénieur, pas du tout. J'ai enseigné au Technion pendant des dizaines d'années, donc je ne suis pas là. Mais je vous explique aussi la phénoménologie, comprenez les choses. Maintenant, j'arrive à un point, puisque si j'ai bien compris, c'est un point qui vous intéresse. L'État d'Israël a décidé, depuis longtemps, d'enrôler les femmes. Pourquoi? Au début de l'État, il fallait tout. Je ne discute pas là-dessus, on avait besoin de n'importe qui, il y avait peu de gens. Et dans tous les cas de figure, quand il y a peu, tout le monde va en première ligne, il n'y a pas de question. Mais il y a eu un changement, un bouleversement. On n'a jamais demandé à une femme, au début de l'État d'Israël, de prendre un fusil entre les mains, sauf s'il fallait le défendre par-ci par-là, elle avait d'autres rôles. Il y a une vingtaine, trentaine d'années, ceci a été bouleversé. Et on veut envoyer maintenant des femmes en première ligne, et les femmes sont persuadées qu'elles ont monté en grade si elles sont en première ligne.
C'est une erreur catastrophique. Et là, je vous dis la vérité, mais je dois vous faire une introduction. Peut-être Shimon à l'occasion ou quelqu'un d'autre vous le fera. Vous savez qui est le responsable de l'entraînement de toutes les unités de première ligne de Tzahal maintenant, vous savez ou non? C'est mon neveu. D'accord? Que vous ne vous trompiez pas. Il est sorti de ce qu'on appelle Sayyeret Matkal. Vous savez qu'est-ce que c'est? Okay? Arshad. Donc, que vous ne fassiez pas d'erreur en m'entendant par là. Aller en première ligne, c'est pour nous. Laissez-nous ça à nous. Pas pour vous. La violence, laissez-nous là. Vous n'avez rien à faire avec la violence. S'il n'y a pas le choix, comme je dis au début de l'État d'Israël, on a besoin de tout le monde, on prend tout le monde. Mais maintenant, on n'en a pas besoin. Et là, je suis obligé de vous dire, Tzahal ment de façon marpira. Comment on traduit ça? Insupportable. Il dit que les jeunes filles arrivent à faire comme tout le monde là-bas. C'est un mensonge. Il vous raconte des mensonges. Vous savez qu'est-ce qu'ils font dans les terrains d'entraînement? Quand on entraîne quelqu'un pour tirer, comment on appelle ça, tirer? Les classes. Pardon? Les classes. Les classes. Alors on lui apprend à sauter un mur, etc. D'accord? Alors, quand c'est un garçon, le mur il est comme ça. Quand c'est une fille, on fait le mur comme ça. Vous comprenez pourquoi je les appelle menteurs? Ils savent parfaitement que ce n'est pas la même chose. On est capable de faire des efforts physiques, plus que vous. Alors on peut toujours trouver des femmes qui sont capables de faire même des efforts. Et qu'est-ce qu'elles ont prouvé par ça? Qu'elle aura une descente de matrice et elle ne pourra pas avoir d'enfant après. Et ça, on ne vous le raconte pas. Et tout ça pourquoi? Parce que la société israélienne laïque, je précise laïque, est tombée victime de ce postmodernisme. Il faut qu'un homme et une femme fassent exactement la même chose. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Excusez-moi de vous dire comme ça, peut-être brutalement. S'il y a un enfant qui naît dans la famille, je veux l'allaiter, je peux l'allaiter, moi? Vous êtes d'accord? Nous parlons de façon didactique seulement. Hein? On peut faire, c'est quelque chose. Maintenant, je vous pose une autre question, et là je parle maintenant en tant que rabbin. Qu'est-ce qui se passe quand une mère, elle doit courir, déjà prendre l'autobus, pour remplir un rôle dans une industrie, surtout de high-tech, où j'en passe ou ailleurs, à 7 h du matin, et qu'elle doit allaiter un enfant, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il n'y a pas de lait. Ou le lait, il est de travers. Parce que quand elle est stressée, le lait est automatiquement... comment dire ça? Il en supporte le contre-coup. Je cherche un terme. Je vous donne des exemples, ne croyez pas que c'est la seule. Je vous parle comme ça à bâton rompu. On aurait besoin de plusieurs heures. Si vous me dites qu'une femme elle ira à l'armée pour aller s'occuper d'ordinateurs, à la rigueur, ça je peux bien comprendre. Mais aller prendre un fusil et courir avec un tank. Et regardez ce qui se passe maintenant avec les femmes qui veulent rentrer dans être tankistes. Elle doit porter des obus qui pèsent 50, 60, 70 kilos. Dites-moi, c'est pour une femme ça? Laissez-nous ça à nous. Moi j'ai porté ça, je sais ce que c'est. Mais c'est pas pour vous. Vous avez un rôle fondamental à jouer dans l'histoire humaine. Sans vous, il n'y a pas d'histoire. Je parle très sérieusement. Sans vous, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfant. D'accord? Mais ce qui relève de violence, laissez-le à nous, pas à vous. Parce que je vais vous dire les conséquences de ça. Quand vous allez, à part celles que je viens de citer déjà, et sachez qu'il y a un DOR, comment on dit ça, un compte rendu en français, un compte rendu d'un général israélien, laïque, d'il y a déjà plus de 20 ans, de plus de 250 pages
sur les dommages causés aux femmes qui servent en première ligne. Et Tzahal refuse de publier ça. D'accord? Je vous précise, ne vous trompez pas, vous m'entendez parler ici contre Tzahal, ne croyez pas, je suis contre ça. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, non seulement ça, vous êtes ici dans une yeshiva Tesder où on combine à la fois l'étude de la Torah et le service militaire. Je vais être le dernier ici à monter quelqu'un. Mais les mensonges, en tant que rabbin, je n'accepte pas. Moi, j'ai servi à l'armée pendant des dizaines d'années, j'ai pas eu de problème avec ça. La vérité, j'ai eu des problèmes, je les ai surmontés. Enfin, c'est pas un problème avec ça, au contraire. Quand j'ai dit que j'ai eu des problèmes, je vais vous dire quelque chose. Pendant la première guerre du Liban, en plein Shabbat, vient le commandant de l'unité, m'a demandé de faire quelque chose qui entraînait Chilul Shabbat, profanation du Shabbat. Je lui ai dit non. Il m'a dit quoi? Refus d'obéissance? Je lui prends le comme tu as envie. Je refuse de faire ça. Il me dit comment? Je lui dis d'après ce qu'on appelle Loi de Tzahal. les lois de Tzahal, on n'a pas. Il me dit mais ça en temps de guerre c'est caduc. Je lui dis c'est vrai. Mais si on est en temps de guerre, c'était après la 3e ou 4e semaine de la guerre, il y avait une petite accalmie. Tu as envoyé un GMC avec 25 personnes à la piscine. On va à la piscine à la guerre? Alors te moque pas de moi. C'est ça? Il ne s'attendait pas à ça. Il fait demi-tour, il est parti. Non, on affronte des problèmes. Et ça, c'est d'autres problèmes qui peuvent aussi vous concerner en vous. Vous ne savez pas ce que c'est se battre dans une base où il n'y a pas forcément la cache-route. Et quand vous arrivez dans un endroit où il y a certains kibbutznikim qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un Shabbat, ni Shabbat et encore moins la cache-route, et qui vous prennent la vaisselle de là-bas, ils vous font un steak de sanglier, qu'est-ce que vous faites? Ça, on ne vous raconte pas. Moi, je vous le raconte. Ça arrive pas tout le temps, ça arrive. Il faut savoir comment se mesurer à ça. On a cette volonté qu'à notre génération de servir l'État d'Israël, de faire progresser l'État d'Israël, c'est quelque chose de remarquable et c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. D'accord? Le problème est de savoir comment le faire. Chacun doit le faire à sa façon. On n'a pas besoin de le faire de façon identique. Chacun peut apporter sa contribution à sa façon. Mais qu'il n'aille pas dans un endroit, même chez les hommes, regardez dans un cas, quelqu'un qui n'est pas assez fort physiquement, on l'envoie en première ligne. On l'envoie pas en première ligne. On lui fait faire jobnik, ce qu'on appelle en slang militaire. Jobnik, il va travailler dans un bureau et va s'occuper de paperasserie ou j'en sais rien quoi. On lui va en première ligne. Quelquefois même on l'engage même pas, parce que prenez quelqu'un qui n'a pas un physique suffisamment solide et costaud, comment il va porter des obus dans l'artillerie, dans l'étang, dans des choses pareilles. Maintenant l'important pour nous est la chose suivante. Ceci est comment dire ça, cette volonté qui est là, d'essayer d'étouffer et de niveler totalement la différence entre un homme et une femme, va porter aussi atteinte au couple. Or, dans la conception juive, l'essentiel de ce rapport entre un homme et une femme, c'est justement le couple qui va engendrer l'histoire. Pas d'histoire sans ça. Comment on appelle ça? Comment on appelle l'histoire en hébreu, vous savez? On se sert du terme historia parce qu'il a été emprunté aux langues latines, d'accord? Mais ce n'est pas le terme hébraïque. Vous savez comment on appelle l'histoire en hébreu? Toladot, les enfantements. Comment, justement, l'histoire se construit? Parce qu'il y a des générations qui se suivent et l'une vient après l'autre. C'est ça? Donc, quand on démolit le couple, on démolit aussi l'histoire. Parce que l'enfantement n'est plus là. C'est là. Et il y a des dommages physiologiques très sérieux.
Ne le croyez pas quand vous vous raconte qu'il n'y a pas de problème. C'est faux. Et une nouvelle fois, je vous précise, non seulement je n'ai rien contre Tzahal, mais on me considère, moi, trop militariste. C'est moi, je crois que je suis pas assez militariste, c'est un autre problème. Mais on m'accuse de militarisme. C'est pas du tout le cas, mais il faut que chacun connaisse sa place. Même dans le domaine des études, quelqu'un qui est doué pour faire des lettres, vous ne l'envoyez pas faire ingénieur. Quelqu'un qui est doué pour être ingénieur, vous ne l'envoyez pas pour faire des lettres, sauf qu'il est doué pour les deux à la fois. Chacun doit remplir le rôle qui correspond à sa personnalité, à son identité, à ses capacités, à son avenir. Pas l'inverse. Mais seulement, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Et je reviens au point de départ. On explique à la femme que si elle ne fait pas exactement comme un homme, alors elle ne vaut pas grand-chose. Mais c'est un scandale. À mes yeux, c'est un scandale. Nous avons, Bli'aïnala, des enfants, comme dans toutes les familles. Moi, aussi bien que ma femme, lorsque nous sommes mariés, nous avons commencé des études universitaires. Moi, j'étais déjà en cours d'études universitaires, mais ma femme a commencé des études universitaires. On a fait un accord. Elle s'occupe de la famille, moi je m'occupe de la parnassa. C'est ça? Je ne crois pas que les enfants, ils sont particulièrement de travers. Et en parallèle, vous pouvez demander aux femmes de la communauté, ma femme ne manque pas de culture. C'est elle qui fait des cours. Ce n'est pas parce qu'elle a dû cesser ses études universitaires pour un point très intéressant. Elle a commencé ses études universitaires immédiatement à la suite de notre rallye en terre d'Israël, et on était à Tel Aviv à l'époque. Elle a commencé à l'université de Tel Aviv, qui était à l'époque l'université la plus laïque et la plus anti-religieuse de tout le pays. Elle revenait tous les jours en pleurant. Pourquoi? Parce qu'elle s'est trouvée la seule femme avec un kissouille roche et on l'a critiquée à cause de ça. Elle a dû cesser les études à cause de ça. C'est ça. Alors vous voyez un petit peu, et tout ça pourquoi? Parce que dans un monde laïque, ils ne comprennent rien de tout ça. Absolument rien. Ils ne comprennent rien du mariage, du couple. Qu'est-ce que c'est un couple dans la conception laïque? Comment on se marie? Deux personnes. C'est l'avocat. Vous êtes d'accord? C'est l'avocat. Qu'est-ce que ça s'appelle? Un contrat. Contrat financier. Qu'est-ce qu'il y a comme mariage? Il n'y a pas de mariage. Il peut la balancer quand il en envie. Il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a rien qui le retient. Chez nous, dans la conception juive, comment on appelle un mariage? La première étape dans le mariage, comment on l'appelle? Kiddushin. D'accord? Vous avez entendu ce mot, j'espère. Oui. Qu'est-ce que c'est Kiddushin? Bon, oui, bon. Ça vient du mot kadosh, de sanctifier. Et quand quelqu'un veut démolir le couple, qu'est-ce qu'on lui fait? En hébreu, on appelle ça, on lui enlève l'anshema. On lui fait la vie impossible. C'est pas toujours justifié, ça c'est un autre problème. Mais assez souvent ça. Parce que sinon la famille est disloquée complètement. Maintenant, je veux revenir en arrière. Nous considérons que la valeur de la femme n'est pas parce que quand elle va donner un coup de poing sur la table. La valeur de la femme, c'est quand elle va être capable d'orienter la famille, les enfants et même son mari s'il le faut, dans le sens adéquat. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de Sarah, qui dit à Abraham Avinu, tu la foires totalement, excusez le mot. Passez à la génération d'après. Qui c'est qui est après Abraham Avinu? Yitzhak. D'accord? Et Rivka. Qu'est-ce qui se passe une nouvelle fois? Yitzhak Avinu, il veut donner la bracha, la bénédiction à qui? Un Esav. Il a deux enfants. Cette fois-ci, tous les deux, ils sont juifs. D'accord? C'était pas comme Ishmael et Yitzhak. Tous les deux sont juifs. Il y a Esav et Yaakov. D'accord?
Mais il y en a un qui est tzaddik et l'autre un gangster. Et Yitzhak Avinu, il veut donner à Esav. Vous savez qu'est-ce que c'est la bénédiction dont la Torah parle? La Torah, elle se sert juste du terme bénédiction. Ok? Mais vous savez de quelle bénédiction il s'agit? Une nouvelle fois la terre d'Israël. À qui elle va aller? À Esav ou à Yaakov? Yitzhak Avinu, dit la halakha, il y a un aîné, c'est lui qui doit recevoir en premier. Et c'est là. Et qu'est-ce qu'elle dit, Rivka? Il dit, mon mari, une nouvelle fois, il passe à côté. Et on ne parle pas de petits personnages, on parle des géants de notre peuple. Attention. Comment il passe à côté? Et pourquoi il passe à côté aux yeux de Rivka? Il dit, ça c'est son fils. Tous les deux, c'est ses fils. Alors, il est conscient que Esav et Yaakov ne sont pas tout à fait du même standing éthique, okay? Mais c'est l'aîné, on ne va pas le déshériter. C'est ça? Et Rivka, elle dit la chose suivante. Mon mari, c'est un danger pour l'humanité. Pourquoi? Il est né chez des tzadikim, chez Abraham et chez Sarah. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est les gangsters. Moi, je suis né chez mon frère, un gangster professionnel. Il ne comprend pas comment on se mesure à des gens pareils. Mais elle ne va pas lui expliquer à son mari. Pourquoi? Il ne va pas accepter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape son fils et lui dit, écoute, c'est toi qui vas jouer le rôle de Issa. Tu vas recevoir la bracha. C'est ça? Parce que si tu vas lui dire à ton père, il ne va pas écouter. Ça ne sert à rien. Il faut se servir d'un stratagème. Tu vas servir. Yaakov effrayé. Comment je vais faire? Si je me fais attraper, mon père va me maudire. T'inquiète pas, la malédiction c'est pour moi. Elle lui dit. Toi tu vas aller. Et quand Yitzhak Avinu s'aperçoit à la fin que la bénédiction a été donnée à Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Vous le savez, vous savez pas. Bon Rachem! Il est content. Il reconnaît que c'était une bonne chose. Et que c'est comme ça que ça devait être. Une nouvelle fois, c'est la mère. Les deux, et cette fois-ci, le problème est plus aigu. Pourquoi? Gam Yaakov, ici, n'oubliez pas, ici, il ne s'agit plus de deux femmes comme dans la génération précédente. C'est la mère des deux. Esav et Yaakov sont ses enfants. Ils sont même ses jumeaux. Mais elle dit, celui-là, c'est pas le personnage adéquat. D'accord? Passons à la troisième génération, Yaakov Avinu. Il a deux épouses. Rachel et Léa. D'accord? Qui c'est qui va diriger toute la famille? Rachel et Léa, une nouvelle fois. Toutes les valeurs, c'est comme ça que ça passe. On arrive en Égypte, comme disait Lévinas. Qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Il donne l'ordre de jeter les enfants juifs au Nil. Mais c'est là. Qu'est-ce que fait le père de Moshe Rabbeinu? Il dit, bon, alors dans ces conditions, il n'y a plus raison de se marier. Qu'est-ce que vient lui dire Myriam? C'est plus cruel que Pharaon. Pharaon, il a dit juste les hommes. Et toi, il n'y aura ni homme ni femme. Une nouvelle fois, au moment de cette décision comme ça historique, elle est là pour brancher le personnage. Mais regardez une nouvelle fois, c'est toujours par des conseils, c'est pas par la violence. Excusez-moi, vous n'êtes pas fait pour la violence, c'est pas pour vous, laissez-nous le sale travail à faire. C'est à nous, ça. Vous voulez contribuer, faites-le autrement. Pas comme ça, pas en première ligne, vous n'avez rien à faire, sans compter tous les problèmes que ça peut vous poser. Et je ne parle pas du fait que la présence, le service militaire dans un monde qui n'est pas toujours votre monde, que vous ne connaissez pas, et avec les distinctions quelquefois fondamentales, laïques et religieuses, etc., vous allez avoir des combats en permanence. Vous rentrez dans une tente, prenez une tente ou même un bétane, comment on dit un bétane? Bétane. Un bâtiment quelconque où on dort, peu importe. Il y a quelqu'un de non religieux dans le Shabbat, il vous allume. Et vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous faites? Alors, les hommes ont le même problème, ne croyez pas. Seulement, il y a une différence. Comme nous, on va lui dire, on va aller lui parler gentiment, on lui dit, écoute, laisse-moi, si je t'en prie, rends-moi un service, ne fais pas ça. S'il accepte de bon gré, mais ça, il n'accepte pas de bon gré, il va y commencer la bagarre. Pas un coup de poing, mais il va y avoir un conflit qui va être là.
C'est pas pour vous, ça. Vous ne me posez pas de questions? Non, mais parlez sincèrement, vous, et parlez tranquillement. De toutes les façons, les décisions, c'est vous qui les prenez, c'est pas moi. Moi, je vous explique quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Vous prendrez la décision que vous voulez, je suis tenu en tant que rabbin juste de vous mettre en garde. Je veux votre bien, je veux pas ici le problème. Je veux votre bien, je veux le bien de l'État d'Israël. Et je veux le bien de ça, je veux le bien de tout le monde. C'est-à-dire, vous savez que maintenant, justement maintenant, les grands militaires britanniques et américains commencent à comprendre que c'était une erreur fondamentale d'envoyer les femmes en première ligne. Ils ont été les premiers à le faire. C'est-à-dire les Américains surtout ont été les premiers à faire des choses pareilles. Une femme peut apporter une contribution gigantesque, même à Tzahal, une autre femme. Vous savez que la personne qui est responsable de tout le cyber, de la cybernétique de Tzahal, ou qui s'occupe de la défense d'Israël aussi bien que de rentrer dans les ordinateurs des ennemis, c'est une femme. Pas de problème avec ça. Mais aller en première ligne pour porter des obus, c'est pour vous. De courir sur les dunes et les choses, c'est pas pour vous. Vous allez vous démolir sans aucun intérêt et Tzahal vous tourne en bourrique, excusez-moi. Pourquoi? Parce que vous dites que vous êtes capable de faire la même chose. C'est pas vrai, et c'est pas parce que vous n'êtes pas capable. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait que vous êtes moins fait pour ça que nous. Point final. Nous, il y a des choses que vous faites, nous, on ne peut pas faire. Point final. C'est dans les deux sens que ça marche comme ça. On a chacun un rôle et des capacités particulières, elles doivent être investies dans les points adéquats et pas de façon anormale. C'est-à-dire, tout cela, vous pouvez les envoyer en première ligne. C'est-à-dire, regarde quelque chose de très beau justement dans le judaïsme sioniste religieux en Israël, on regarde de travers quelqu'un qui ne va pas en première ligne. Et il le sait. Il le sait tellement que quand, pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas être en première ligne, il souffre déjà de complexes d'infériorité. Bon, ça c'est pas normal, c'est un peu exagéré, mais ça relève justement de cette ambiance qu'on considère que c'est notre devoir de défendre notre peuple, notre pays, etc. C'est quelque chose d'élémentaire et tout à fait normal. Et pour nous, juifs attachés à la Torah, c'est encore plus que ça. C'est une mitzvah de la Torah. Et ne me dites pas qu'il y a des religieux qui ne vont pas à l'armée. Alors, il y a des religieux qui ne sont pas religieux, point final. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça, on ne va pas à l'armée? Et c'est l'autre qui doit aller, et moi je dois m'asseoir ici, et l'autre il est chair à canon. C'est moral. Mais si quelqu'un n'a pas sa place là-bas, il va porter une contribution ailleurs. Et vous, ce n'est pas votre contribution. Vous posez-moi, si vous avez des remarques, dites-le. Vous avez des questions, posez-les. C'est le moment. Après, il y a plein de combattants pour qui ça s'est très bien passé et pour qui il n'y a eu aucun problème. Quoi. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Je connais des filles qui ont été combattantes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il n'y a jamais eu aucun problème. Vous avez vérifié les problèmes physiologiques? Ah, donc dans tous les cas, il y a un problème? Dans beaucoup. Okay. C'est pas dans tous les cas. Jamais il y a tous les cas. Ça n'existe pas. Mais il y a beaucoup de cas. Okay. Il y a des problèmes aussi de, comment on appelle ça, des problèmes concernant les os. C'est des problèmes qui concernent tout le monde, c'est chez les hommes aussi. À force de courir avec des poids énormes, l'os s'effrite. Mais vos os à vous sont plus fragiles que les nôtres. Donc les problèmes sont aussi là-bas. Alors maintenant, il y a des problèmes que la personne ne va pas, dont la personne ne va pas souffrir immédiatement. Après, mais à longue échéance, oui. Ça aussi, il faut tenir compte. Et un autre problème qui, à moi, m'interpelle plus qu'un autre, on lui apprend à être violente comme un homme. Et après, dans le couple, comment ça se termine? On ne peut pas parler normalement. Je vais vous lancer quelque chose qui va peut-être vous choquer.
D'où ça sort le fait qu'il y ait tellement de gens qui soient homosexuels maintenant? Vous savez d'où ça vient? Ils naissent dans un monde violent. Il n'y a pas ils ne trouvent pas une certaine douceur. Donc tout est violence. Et quand tout est violence, qu'est-ce qu'on fait? On recherche quelqu'un de similaire. On n'arrive plus à vivre avec quelqu'un qui est différent. On vit avec quelqu'un de similaire. Il y a 2 hommes à la maison. L'enfant, il n'y a pas, en tant que rabbin, j'espère que vous pouvez imaginer ça, j'ai eu à affronter des problèmes et j'ai affronté des problèmes comme ça en permanence. Okay? Je ne connais pas un cas de personne homosexuelle où il n'y a pas un des parents qui est violent. Au moins un. Alors, Akadosh Baruch Hu a fait que nous, dans le couple, justement, il y a une personne qui est obligée de se servir de la force, je ne veux pas dire le terme violent parce qu'il y a une connotation péjorative, mais disons la force quand il le faut, et une autre personne qui est là pour tempérer. Mais si les deux sont là à se servir de la force, vous comprenez? Ça ne veut pas dire que n'importe quel endroit du Shirut Leumi, les Bessed, ne croyaient pas. Comment on appelle ça, Shirut Leumi? Ça, ce que c'est? On ne va pas à n'importe quel endroit chez Shirut Leumi. On va nulle part dans n'importe quel endroit. Ne croyez pas, je ne suis pas un personnage qui vous dit ça c'est Besséder et ça c'est pas Besséder et tout est dichotomique. Non. Tout doit être examiné. Et même dans un même domaine. Vous allez aller un jour à l'université. Les universités ne sont pas les mêmes. Surtout pour quelqu'un qui est attaché à la Torah. Ce n'est pas la même chose. Tel Aviv est beaucoup plus laïque que d'autres universités. Non. Et tout dépend aussi même des facultés. Il y a 1001 facteurs. Il n'y a rien qui est homogène, nulle part. Dans aucun domaine. Heureusement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va n'importe où, ailleurs, n'importe comment. Il faut prendre conseil et il faut des... si vous voulez bien, je peux demander à quelqu'un, justement, une femme qui s'y connaît bien là-dedans, de venir vous parler. Je peux même demander à ma fille. Ma fille est proviseure dans un lycée de filles, justement, et en tant que ça, elle est obligée d'orienter en permanence les gens. On termine le baccalauréat, elle peut venir vous parler de ce qu'elle a fait elle-même dans le Shirut Leumi. Elle a fait des choses extrêmement qui ont contribué à énormément de choses, quand même. J'allais prendre un fusil, elle est obligée de prendre un fusil pour ça. Et ça ne l'a pas empêché de faire des études de philo ou n'importe quoi. Alors si après Pessah vous êtes d'accord et vous voulez, je lui demanderai aussi de venir vous parler, vous expliquer tous les problèmes. Je pense qu'elle sera même à même de vous préciser plus que moi je suis capable de le faire. Elle affronte ça. Mais j'ai beaucoup de respect pour votre enthousiasme. Ne traduisez pas de travers ce que je veux dire. Toute personne qui dit je veux aller parce qu'il veut contribuer, j'ai beaucoup d'estime pour ça. Simplement, je dis, il faut canaliser ça normalement, de la meilleure façon possible. Pas aller, je dois faire comme un homme. Pas faire comme un homme. Excusez-moi, moi j'ai fait des maths, des études. Parce que j'ai fait des maths, alors, et il y a un autre qui a fait de la physique, alors je dois faire de la physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Ça, c'est même pas dans ce domaine, c'est un autre niveau. Alors moi, j'étais plus fait pour des maths, un autre il est plus fait pour la physique, un autre il est plus fait pour la chimie, un troisième pour la biologie. Alors, les forces doivent être canalisées. Ne tombez pas, justement, je reviens en arrière dans ce puits postmoderniste que si on ne fait pas tous la même chose, c'est qu'on n'a pas de valeur. C'est la pire catastrophe. La conception juive, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait que aucun d'entre nous est identique avec un autre. Vous connaissez l'expression française, il n'y a personne d'irremplaçable. D'accord? Eh bien, c'est le pire mensonge aux yeux du judaïsme. Le judaïsme dit il n'y a personne de remplaçable. Dans quel sens? Shimon ne peut pas être Réhouven et Réhouven ne peut pas être Shimon. Réhouven peut être Réhouven et Shimon peut être Shimon. Point final.
Il peut y avoir continuation, il peut y avoir enchaînement, il peut y avoir on passe le relais. Mais jamais deux personnes seront identiques. À chacun, Akadosh Baruch Hu a conféré un rôle et des capacités adéquates pour remplir ce rôle. C'est ce qu'il doit remplir, pas autre chose. Il ne doit pas dire je suis. Il ne doit pas être fonction d'autrui, il doit être fonction de lui-même, pas d'autrui. Fonction d'autrui, c'est un esclavage intellectuel. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, pas seulement pour vous, c'est vrai pour n'importe qui, dans tous les domaines. Soyez vous-même, soyez pas autrui. Mais c'est là. Alors peut-être je vous ai un peu secoué, mais peut-être je vous ai donné un peu à réfléchir. Vous réfléchirez, vous prendrez vos décisions. Dans tous les cas de figure, je vous convie vivement. Quel que soit l'endroit où vous allez, gardez un contact avec un rabbin. Avec un rabbin qui sache, un rabbin israélien ou un rabbin qui connaît la situation en Israël pour vous orienter, pour vous aider. Vous venez d'un endroit, d'une autre culture, d'un autre pays, vous avez besoin de gens qui vous précisent certains points. Gardez un contact, si ce n'est pas un rabbin, au moins des personnes adéquates. En tous les cas, toute personne ici dans la communauté, si un jour vous avez besoin d'une aide quelconque dans n'importe quel domaine ou d'un conseil, la porte est ouverte pour tout le monde. Vous passez par Shimon, par moi, par qui vous voulez, par le site de la yeshiva, n'importe quoi. Il y aura toujours quelqu'un pour se faire un plaisir de vous aider à tout le monde dans n'importe quel domaine. En tous les cas, tout ce qu'on pourra faire. Mais c'est alors n'hésitez pas à nous, comment dire ça, nous solliciter, je cherchais le terme, à nous solliciter pour quelque domaine que ce soit, que ce soit pour ce domaine dont on a parlé, pour l'université, pour où habiter, quelle communauté vivre. N'hésitez pas, on connaît les choses, on ne prendra jamais de décision à votre place, c'est vous qui prendrez les décisions. Au moins qu'on vous mette au courant de tout ce qui se passe, du pour et du contre, partout. Besed, Shabbat Lachem.